C'était en juillet 2022, au large du Canada. Oigan chicos, este es mi primer encuentro con Titán. Avec son gilet de sauvetage, ses lunettes et son casque, Alan Estrada a le sourire. Ce jour-là, ce youtubeur mexicain de 42 ans s'apprête à embarquer à bord de ce sous-marin touristique. Llegó el momento. Aujourd'hui encore, il se souvient de cette expédition un peu particulière, presque expérimentale. Honnêtement, je connaissais parfaitement les risques encourus. Nous avons tous signé une décharge, plusieurs feuilles, je ne sais plus combien exactement, qui expliquait chacun des risques encourus, y compris celui de mourir. Nous savions qu'il s'agissait d'une expédition incroyablement risquée. On savait qu'on n'allait pas dans un parc d'attractions. Pourtant, l'excitation est à son comble, car d'ici quelques heures, cet aventurier d'un jour espère s'approcher de l'épave du Titanic. Pour ça, il se faufile à l'intérieur de cette petite capsule. Bye, Ryan. Verrouillée par des boulons depuis l'extérieur, la coquille s'enfonce dans l'eau. À bord, un pilote, 2 autres explorateurs et le spécialiste mondial du Titanic, le Français Paul-Henri Narjolet. Tous installés dans cet espace ultra réduit où il est impossible de se tenir debout. Un huis clos qui va durer de longues heures. Alors que le submersible arrive dans les profondeurs de l'océan, tout à coup, il perd le contact avec l'extérieur. Il est vital qu'on puisse communiquer avec la surface, car sinon on peut se perdre et dériver dans l'océan. Le sous-marin est plongé à 2000 mètres sous l'eau, dans une obscurité totale, sans GPS ni téléphone satellite pour joindre les équipes qui le guident à la surface. En totale autonomie, Paul-Henri Narjolet et le commandant de bord donnent alors le signal. Il est urgent d'abandonner la mission. You watch, okay? Okay, you ready? Do port? Port drop? No, we don't see anything. I'm gonna drop. Oh, One drop? one on each side. One on each side? Yeah, Or just I only triggered port? yeah, but But I saw, you saw it over there. yeah, I Okay. saw it as way. Okay. Alors que les premiers lestes sont largués pour amorcer la remontée, sans comprendre pourquoi ni comment, Okay. Drop weight for having the car, but that, there is something strange. The software is bizarre. Do you remember the meters? 21. 2161. Ce qui nous est arrivé, c'est que si vous perdez la communication, il y a une période de tolérance. Et si la communication n'est pas rétablie dans ce laps de temps, vous devez annuler la mission. Le seuil de tolérance s'est écoulé et nous étions déjà en train d'interrompre la mission. En fait, le premier lest a été largué et juste à ce moment-là, nous avons récupéré la communication. Et nous ne l'avons plus perdue. Et c'est pourquoi nous avons pu effectuer la descente. quelques minutes de terreur, finalement sans conséquence lors de cette plongée. Mais ce jeudi 22 juin, l'issue est tout autre. Le Titan a implosé à près de 4000 mètres de profondeur. Nous avons trouvé 5 débris différents qui nous ont indiqué qu'il s'agissait des restes du Titan. À son bord, 3 touristes richissimes qui avaient déboursé 250 000 $ chacun, Paul-Henri Narjolet et le PDG d'OceanGate, perdu au fond de l'océan. Que s'est-il passé dans la petite capsule ? On ne se prépare jamais à ce type de situation. Comment le Titan a-t-il pu se désintégrer de la sorte ? Sur ce submersible-là, il y a eu pas mal d'interrogations. Est-ce que c'est raisonnable d'aller faire du tourisme à 4000 mètres de profondeur ?
Plus d'un siècle après son naufrage et la mort de 1500 de ses passagers, le Titanic vient de faire 5 nouvelles victimes. Le drame était-il prévisible ? C'est la poursuite d'un rêve un peu fou. À la conquête d'un bateau mythique. Le Titanic, ce paquebot qui a coulé il y a maintenant 111 ans au large du Canada. Depuis, son épave fascine autant qu'elle intrigue. Et les plongées des scientifiques et des experts pour aller l'explorer et récolter les derniers débris se multiplient. À tel point que certains ont eu l'idée de développer un tourisme sous-marin. En 2009, une société américaine voit le jour, OceanGate. L'entreprise souhaite commercialiser des expéditions à l'assaut de l'épave du Titanic. Come join us on our next expedition. Don't miss the opportunity to be part of history. The OceanGate Titanic Experience. There's truly nothing else like it. Tout est préparé ici, dans ces bureaux situés dans la banlieue de Seattle, au nord-ouest des États-Unis. Sur les réseaux sociaux, Kyle Bingham, directeur de ces voyages, fait la visite. So this is kind of the engineering area of our shop. This is kind of the nerve center, the brain of our operations here. And yeah, there's a lot of work that goes on back here. Aux commandes de ce projet, Stockton Rush, 61 ans, un ingénieur expérimenté et ancien pilote. Avec ses équipes, il a développé des submersibles accessibles au grand public ou presque. Des capsules capables d'embarquer 5 personnes pour explorer les profondeurs marines. Il y a quelques années, ce couple d'aventuriers est monté à bord d'un des vaisseaux de l'entreprise, le Cyclops One. Getting there is like an action movie. You really feel like you're in an action movie, going from a moving boat to a moving speedboat and then you got to go and get off that boat and onto a platform, and that's rocking, and you got to climb a ladder to get into the sub. Hey, you know, you're living real action. Everyone takes real good care of you. But you go from all that excitement into the sub, and then suddenly it's a sci-fi movie. Une plongée à 500 mètres de profondeur. Un début. Car depuis 2 ans, Stockton Rush descend encore plus bas. Il a réussi à atteindre son but, le Titanic. L'objectif est de scanner l'épave du Titanic à l'aide des technologies les plus récentes, afin de documenter son état actuel et de voir comment il évolue au fil du temps. L'épave se dégrade à un rythme inconnu, à mesure que l'acier est rongé. L'objectif principal est donc d'obtenir un enregistrement précis de son état. Pour ça, il a créé le Titan. Un submersible de 6,70 m de long, en fibre carbone. So what we're seeing here on the outside, these white panels protect a lot of the equipment, cabling and stuff underneath. They're just fiberglass, so it's aesthetic, it's a little bit of hydrodynamics, but all the strength and everything comes really from what's underneath. This here, this black section you can peek through here, this is 5-inch thick carbon fiber. That's aerospace grade carbon fiber. We have great partners here in the Northwest and nationally for carbon fiber, and that's a really innovative piece of the pressure hull itself. Le sous-marin, équipé d'un hublot d'observation, est capable de descendre à 4000 mètres sous l'eau pendant une dizaine d'heures. These skids, this landing gear that's down below, all this is part of the sub and all goes with. We'll add some lead ingot there, and then this tray, in here we load steel pipe.
Titan, in another way, has a ballast bag underneath here. We can add air, and that helps us come back to the surface. But really deep down, that airbag doesn't do enough good. So we have to have this extra weight, which when we get down there, we'll drop a little bit of it, become neutrally buoyant, explore all around with our electric thrusters, and then when it's time to go home, we just drop the rest of that weight and float back to the surface. Pour actionner ces ballasts et guider le Titan lors de chaque plongée, un pilote se trouve à bord. Il accompagne les 3 touristes. Et pour ces expéditions, Stockton Rush, le PDG d'OceanGate, a prévu un 5e membre d'équipage, au rôle très spécifique. Derrière ce projet OceanGate, on parle de projets scientifiques, d'exploration des fonds marins. Non, c'est avant tout un projet touristique où on amène des milliardaires explorer l'épave du Titanic. Et donc, parmi les personnes qui sont à bord, il faut un expert. Il faut un expert parce que cet expert, il va pouvoir aller au bon endroit, décrire l'épave telle qu'elle est. Il ne faut pas oublier que l'épave du Titanic, elle n'est pas sur un carré de 40 cm de côté. Elle est sur un immense carré qui fait 5 km par 8 km. Donc il faut quelqu'un qui connaisse parfaitement les plans. Et cette personne, la meilleure, c'est Paul-Henri Nargeolet. Paul-Henri Nargeolet, en français septuagénaire, ancien officier de marine, surnommé Monsieur Titanic. Au fil de sa carrière, l'homme s'est bâti une solide réputation d'expert de l'exploration sous-marine. En 2009, lors du crash du vol Rio-Paris, c'est lui qui est sollicité pour mener les opérations de recherche de l'épave et piloter les pinces des robots qui récupèrent des morceaux de l'avion au beau milieu de l'Atlantique. En mettant un petit outil au bout, on récupère une tasse à café, quoi. Et en même temps, vous pouvez soulever une pièce de 100 kg et la retourner, quoi. Donc oui, il y a de la puissance, mais il y a aussi de la dextérité. Paul-Henri Nargeolet multiplie les plongées dans les abysses, à la recherche d'épaves. Mais son Graal, c'est le Titanic. Il est le premier à explorer la carcasse du bateau dès 1987. On est arrivé le long de la coque, du côté bâbord, là, on est remonté le long de la coque, on est arrivé et on a vu d'un seul coup les chaînes d'encre, les treuils qui sont brillants parce qu'ils sont polis par le courant. Donc on est arrivé à lire qu'ils étaient faits à Glasgow, je m'en souviens encore maintenant. Bon, donc on s'est dit, ça y est, on est là et on a eu cette émotion. Et pendant 10 minutes dans le sous-marin, il n'y a pas un mot. C'est une épave mythique. C'est une épave qui a été cherchée pendant pas mal de temps avant de pouvoir être trouvée. Une épave très profonde, donc chargée d'histoire. Et c'est un peu le nec plus ultra des épaves. J'ai plongé sur d'autres épaves. Il y en a qui sont magnifiques aussi, mais qui n'ont jamais cette espèce d'aura qu'a le Titanic. Depuis, le Français a effectué une trentaine de plongées sur le Titanic, remonté plus de 5000 objets. Une passion sans borne, quitte parfois à jouer avec les limites. Pour plonger sur le Titanic, évidemment, on ne peut pas y aller en plongée normale avec des bouteilles, parce qu'il y a quand même 3800 mètres. Donc on descend dans un petit sous-marin. On reste au fond entre 5, 6, 7, 8 heures, même la plongée la plus longue. Parce que sur le Titanic, on n'a pas beaucoup envie de remonter, donc on va jusqu'au bout des batteries, même parfois un peu plus que jusqu'au bout. Je me suis fait engueuler plusieurs fois à cause de ça d'ailleurs. Et ensuite, la remontée donc, dure à peu près le même temps, donc une plongée peut durer entre 10 et 12 heures. Pour OceanGate, impossible d'imaginer ces missions sans l'explorateur français, qui se laisse convaincre. Il voyait un double intérêt au tourisme sous-marin. Le premier, c'était de développer des nouvelles technologies pour permettre d'explorer davantage l'épave qui disparaît chaque jour. Il y a des centaines de kilos de métal qui sont grignotés par les bactéries. Donc lui, son idée de scientifique, c'était de sauvegarder l'épave et aussi de remonter des objets qui seront certainement, pour les siècles à venir, les seuls derniers témoins de l'épave du Titanic. Donc effectivement, il avait un avis assez négatif du tourisme, mais il savait que c'était aussi un moyen scientifique de préserver, de conserver l'épave et d'en préserver des trésors pour qu'on les voit pendant des générations futures. Pierre-Henri Nargeolet embarque donc à bord du Titan. Selon certains proches, le Français est interpellé par la conception du submersible d'OceanGate. Lui-même, avant de partir, avait émis des doutes sur le sous-marin dans lequel il a embarqué, sur
qui était quand même d'une nouvelle technologie peu éprouvée. Mais je pense qu'il n'était pas totalement convaincu par ce sous-marin, mais que chez lui, il y avait le goût de l'aventure malgré tout qui était toujours au-dessus de tout et plus fort. Mais ces doutes, il n'était pas le seul à les avoir. L'année dernière, ce journaliste américain a tenté l'expérience à bord du Titan. Par exemple, je ne savais pas que le lest était constitué de tuyaux de construction usagés. C'est juste qu'une fois sur place, vous commencez à voir ces trucs-là. Et là, votre bonne humeur disparaît et vous devenez un peu inquiet. Encore plus lorsqu'il faut descendre à l'intérieur du sous-marin, un espace très étriqué. Kyle's going to walk us through how to get in, because this looks a little intimidating. Yeah, so it's pretty easy. It's pretty minimalistic in here. We really try to optimize the space here so that it's comfortable, people can move around. So there is complexity in the navigation system. We have some of those screens popped up here. We actually pilot the sub using a Logitech Bluetooth video game controller. So it's pretty intuitive to fly the sub. With some training, with some supervision, really anybody can pilot the sub a little bit during the dive. Comme s'il s'agissait de piloter un submersible dans un jeu vidéo. La manette ne coûte que 20 € dans le commerce. Le Titan a l'air bricolé parce qu'il y a un éclairage de camping et une manette type manette de console de jeux vidéo pour le guider. Mais ça, finalement, ça ne change rien. Le problème, c'était notamment la conception du sous-marin et de l'avant du sous-marin. Le Titan, il a un hublot qui fait 35 cm. C'est énorme, donc c'est un point faible, un maillon faible qu'il faut absolument sécuriser. Le petit submersible a-t-il été construit trop rapidement? En le voyant, beaucoup s'interrogent sur sa fiabilité et se demandent s'il respecte bien toutes les normes. La nuit juste avant le voyage, j'étais tellement paniqué, ce qui ne me ressemble pas, que je n'ai pas réussi à dormir une seule minute. Et le jour de la plongée, je n'étais vraiment pas dans mon assiette. Pourtant, à bord, le PDG d'OceanGate rassure. We work with Boeing and NASA and the University of Washington. Everything else can fail. Your thrusters can go, your lights can go, you're still going to be safe. Une sécurité mise en doute par certains employés de la société. En 2018, l'un d'entre eux a été licencié. Il prévenait sa direction des dangers pour les passagers du Titan et du non-respect des procédures. Des alertes reprises dans un courrier d'un syndicat professionnel. Votre campagne marketing annonce que la conception du Titan répondra aux normes de sécurité DNVGL ou les dépassera. Mais il ne semble pas que le Titan ait été conçu pour répondre à ces normes-là. Il n'apparaît pas qu'OceanGate ait l'intention de suivre les règles. Votre déclaration est au minimum trompeuse pour le public et enfreint un code de conduite professionnel qui s'applique à l'ensemble de l'industrie et que nous nous efforçons tous de respecter. En tant que président du comité sur les submersibles, je soutiens la lettre et l'initiative de tous les membres qui étaient inquiets. Seuls 10 véhicules dans le monde entier sont capables de plonger à 4000 mètres de profondeur. Tous sont certifiés. Le Titan ne l'était pas. La capsule américaine n'a jamais été homologuée. Pourtant, depuis 2021, elle aurait transporté une soixantaine de clients. Le 18 juin dernier, le Titan se retrouve à bord du Polar Prince, le bateau canadien qui l'achemine à la verticale de l'épave du Titanic. Au cours de la matinée, les 17 rivets de la porte du submersible sont vissés depuis l'extérieur. À bord, Stockton Rush, le PDG d'OceanGate, Pierre-Henri Narjolet, Monsieur Titanic, et 3 touristes qui ont payé leur place. Un homme d'affaires pakistanais, son fils de 19 ans, et Amish Harding, un Britannique de 58 ans. L'engin se met à l'eau, entame sa descente qui doit durer entre 2 et 3 heures. Mais au bout d'1h45, le silence. La communication est rompue avec le petit sous-marin. En début de soirée, l'alerte est lancée, puis relayée par les gardes-côtes américains.
Qu'est-il arrivé aux 5 occupants du submersible? Si le Titan est resté bloqué au fond de l'océan, il reste à peine plus de 96 heures d'oxygène à ses occupants. Certains experts anticipent un huis clos angoissant, avec une interminable agonie. La baisse du niveau d'oxygène qui arrive au cerveau et l'augmentation du taux de dioxyde de carbone est une situation très paniquante. On sent tout son environnement se refermer sur soi, notre champ de vision se rétrécit et ce sont des sensations vraiment horrifiantes. Ils se voient mourir et ne parviennent pas à y croire. En surface, le compte à rebours est lancé. La zone de recherche s'étend sur 20 000 km² et peut descendre jusqu'à 4 000 mètres de profondeur, gigantesque comparé à la taille du sous-marin disparu. Le lieu des recherches se situe à environ 1448 km à l'est de Cap Cod, par une profondeur d'eau d'environ 3963 mètres. Il s'agit d'une zone isolée et il est difficile d'y mener des recherches. Mais nous déployons tous les moyens disponibles pour nous assurer que nous pouvons localiser l'embarcation et sauver les personnes à bord. Il a fallu beaucoup de temps pour retrouver le Titanic. Et bien qu'il soit grand, ça a été difficile. Même si vous connaissez l'emplacement et que vous mettez votre submersible à l'eau, ce n'est pas une ligne droite vers le fond. Vous pouvez dériver et il est parfois très difficile de savoir où vous êtes et de trouver le Titanic pendant que vous pilotez. Et le Titanic est grand, énorme. Le fait d'avoir du mal à trouver quelque chose d'aussi grand que le Titanic, alors que vous conduisez un petit submersible, montre à quel point il est difficile de trouver ce petit pixel qu'est un sous-marin quelque part au fond de l'eau. Mais dans cette immensité, au large du Canada, soudain, des signaux d'espoir confirmés par les gardes-côtes américains. Le sonar d'un avion canadien parti à la rescousse du submersible a détecté à plusieurs reprises des bruits. Des avions P-3 canadiens ont détecté des bruits sous-marins dans la zone de recherche. En conséquence, les opérations ont été déplacées pour tenter d'explorer leur origine. Des bruits comme des coups contre les parois de la capsule. Ont-ils été portés par Paul-Henri Narjolet? Je sais que mon ami Paul-Henri sait ce qu'il fait. Il sait très bien que c'est la meilleure façon de se signaler, en émettant des sons toutes les 30 minutes. Il s'économise de l'énergie, puis porte des coups de cette manière. C'est tout à fait le genre de bruit que peut émettre une équipe qui attend un sauvetage et qui se signale par un bruit qui est différencié par sa régularité, qui est ponctuel, parce que c'est pas la peine de s'escrimer, à taper, c'est une évidence. Les phénomènes de stress, de panique augmentent la consommation d'air, et l'air, c'est ce qu'il faut absolument aujourd'hui préserver pour garder ça le plus longtemps possible, pour tenir le plus longtemps possible jusqu'à l'opération de sauvetage finale. Une lueur d'espoir, balayée dès le lendemain. Les bruits sont d'origine naturelle. Et ce jeudi 22 juin, finalement, le couperet tombe. Ce matin, un rover, un engin télécommandé du bateau ravitailleur Horizon Arctique, a découvert à environ 1600 pieds de profondeur, à proximité du Titanic, un champ de débris. Le rover, cet engin télécommandé, a trouvé ensuite d'autres débris. Et en consultation avec des experts du commandement unifié, nous avons constaté que ces débris provenaient de la chambre du submersible. Qu'est-il arrivé au petit sous-marin et à ses occupants? Aucune réponse pour l'instant, mais une chose est sûre, l'implosion a été causée par la pression extrême qui règne au fin fond de l'océan. Il s'exerce sur chaque centimètre carré de tout ce qu'il y a à ses profondeurs, 380 kg. Donc c'est considérable. Il suffit donc qu'à ces interfaces, vous ayez un trou d'une tête d'épingle. Et quand j'ai une tête d'épingle, ce n'est pas une image en fait, c'est réel. Voilà, une tête d'épingle pour qu'il y ait une implosion quasi instantanée, de l'ordre de
plusieurs dizaines de millisecondes, c'est-à-dire bien moins d'une seconde. Donc vous ne vous voyez pas mourir. Et donc la machine se retrouve comme ça, ratatinée d'un coup d'un seul. Une mort en une fraction de seconde, qui trouve un écho jusqu'à Hollywood, chez le réalisateur du film Titanic, James Cameron. Pour réaliser son long métrage, il a dû choisir entre 2 types de submersibles. L'un d'entre eux était construit avec les mêmes matériaux que le Titan. Et à l'époque, voici ce que le réalisateur déclare aux ingénieurs. Je lui ai dit, vous allez mourir là-dessous si vous plongez avec ce truc. Et j'en étais fermement persuadé. Je n'ai rien à voir avec Ocean Gate et je n'ai pas tenté d'avertir Stockton Rush parce que je me disais, peut-être qu'il a résolu le problème. Mais après ce drame, je pense qu'il y a de grandes similitudes entre son histoire et celle du Titanic, qui a sombré parce que le capitaine l'a entraîné à toute vapeur à travers un champ d'iceberg par une nuit sans lune et sans visibilité. Et ça après avoir été averti à plusieurs reprises par télégramme de ce qu'il attendait. De la folle épopée de Stockton Rush ne reste plus que quelques débris disséminés au fond de l'Atlantique et sans doute quelques regrets. Avant de monter à bord du Titan, chaque passager devait signer un document officiel. Le risque de mort y était mentionné 3 fois sur la première page.